Autre sujet, Philippe de Villiers, il est 19h30 et on va se projeter dans un an. Dans un an, Emmanuel Macron aura quitté sa fonction de président de la République. Et on ne sait toujours pas qui sera le nouveau pensionnaire du palais de l'Élysée. Il se trouve que vous l'avez connu au début de sa vie de candidat et vous vouliez vous intéresser aussi à sa legacy. C'est la formule que vous avez employée en bon français la semaine dernière. Elle est de lui. Hein. Oui, bah vous l'avez prononcé vous aussi. Écoutez, vous en êtes maintenant le détenteur. De toutes les archives qu'on a pu proposer dans cette émission, celle-ci m'a le plus sidéré. Je vous propose de l'écouter. Attendez, il faut peut-être d'abord que... Avant que vous nous racontiez les coulisses, parce que vous l'avez connu. Et vous allez nous raconter les coulisses dans un instant, Philippe. D'accord, mais je vous parle, je ne sais pas de quel archive vous parlez, donc je peux pas. Non, mais moi justement, parce que dans un instant, on va parler des coulisses. Bon, allons-y. Allez. Allons-y. Non, parce que moi, ce que je voudrais vous raconter, c'est mon premier contact avec lui. Oui, parce mais... que c'est goulayant, c'est goulayant. Eh bien justement, hein avant que... Je ne sais pas pourquoi vous riez, d'ailleurs. Mais je ris parce que cette séquence, je pourrais la revoir, allez, peut-être une 10 bon, 10 alors, fois d'affilée. On y va. Août 2016, un certain Emmanuel Macron est reçu au Puy du Fou. Et regardez cette séquence. Il est venu, il a vu, et visiblement, ça lui a plu. Au Puy du Fou, Emmanuel Macron s'est offert un petit tour de char dans l'arène. Le tout sous le regard amusé du député européen souverainiste Philippe de Villiers. Il n'y a aucun doute. Il ira loin, selon vous, On verra. Là, je pense qu'il va devenir conducteur de char au Puy du Fou. Un ministre d'un gouvernement de gauche en visite dans le parc d'attractions vendéen, du jamais vu. Officiellement, Emmanuel Macron était venu saluer le succès du Puy du Fou. Mais de son déplacement, on retiendra surtout une phrase et un message politique. Pourquoi c'est étonnant? Franchement, vous avez une Il n'y a jamais eu un ministre socialiste qui a visité le Puy du Fou jusque-là. Alors, 30-40 ans. Vous êtes le premier. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Je suis au gouvernement, un gouvernement de gauche. J'ai moi-même pris des initiatives politiques qui ne vous ont pas échappé, nous en avons parlé tout à l'heure. Mais, je veux dire, quelle importance? Geoffroy Lejeune. Alors racontez-nous, Philippe, comment ça s'est passé? Ah, mais là, vous avez que la fin, là. Mais avant, il s'est passé quelque chose qui explique cette confession. Alors, d'abord, ce que je peux vous dire, c'est que j'étais un jour à la Rotonde, il était en bas, j'étais en haut, il me dit « Ah, venez prendre le dessert avec nous », il était avec Brigitte, donc je suis descendu, on a parlé, c'était très sympathique, et puis les conversations se sont enchaînées ensuite, jusqu'à sa venue au Puy du Fou. Et dans les conversations, il y avait beaucoup de confidences. Et comme il est sur le départ, maintenant, je me sens libéré. Il n'y a plus de notion de confidentialité. Surtout que ce n'est pas méchant, ce que je vais dire. Mais c'est révélateur. Première conversation, elle porte sur sa candidature. Et il me dit, voilà, je vais quitter le gouvernement. Je serai candidat. Et moi, je lui dis, il y a beaucoup de monde dans le bourg. Et vous êtes jeune, Emmanuel, si jeune. Et vous devriez peut-être attendre le prochain coup. Et il me répond, je prends mon risque. Et cette phrase fait tilt en moi. Je me dis, mais c'est le mot d'un banquier, c'est le mot d'un trader, c'est le mot d'un croupier du casino du Touquet. Je prends mon risque. Il aurait pu me dire, je veux sauver la France. Non, je prends mon risque. Et là, je m'accuse d'avoir été naïf. Je me suis dit, tiens, c'est curieux. Il prend son risque. Au lieu de prendre la France. Ensuite, on parle de... La conversation roule sur la présidence normale. Il est obsédé par l'idée de cette présidence normale, pour reprendre le mot de son prédécesseur, François Hollande, qui s'apprête d'ailleurs à quitter. Et il me dit, quel genre de présidence faudrait-il? Et je lui dis,
il faut que le chef de l'État habite le corps du roi. Il me dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je dis, c'est Kantorowicz, le grand philosophe, qui dit que le chef de l'État a un double corps. Il a un corps terrestre, il a aussi un corps politique, il représente tout un peuple. Ça veut dire qu'il faut qu'il habite la fonction. Il me dit, qu'est-ce que ça veut dire, habiter la fonction? Je dis, imperatoria brevitas, le mot des empereurs romains. Être laconique, s'entourer de mystère. Et là, je revois Brigitte qui lui prend le bras, il laisse tomber la fourchette, et elle lui dit, comme il a raison. Et lui, il reprend derrière, oui, laconique. Le chef s'entoure de mystère. Très juste. Et après, la conversation roule sur autre chose. Elle roule sur la France d'aujourd'hui. Je dis, la France, la société française est en train de... La civilisation française est en train de partir par le fond. Je dis, alors, qu'est-ce qu'il faudrait... Qu'est-ce que vous attendez-vous du futur président de la République? Je dis, je n'attends pas... Enfin, il ne sera pas jugé sur ce qui leur a changé, il sera jugé sur ce qui leur a sauvé. Il me dit... Et dans tout ça, il y a une pierre d'angle. Oui, je dis, la pierre d'angle, en fait, elle est la suivante. Depuis le socialisme mitterrandien et la libération des capitaux, en fait, les gouvernements successifs n'ont eu qu'une idée en tête. C'est adapter la France à la mondialisation. C'est-à-dire, en fait, faire passer... C'est le primat de l'économique sur le politique. Il faut faire l'inverse. Il faut rétablir le primat du politique sur l'économique, c'est-à-dire non pas adapter la France à la mondialisation, mais adapter la mondialisation à la France. Sinon, ce sera l'hémorragie. On va tout perdre. Notre agriculture, notre industrie, notre tertiaire, nos services, etc. Et j'en arrive maintenant à ce moment où, avec Brigitte, ils ont souhaité venir au Puy du Fou. À un moment donné, au cours de la visite, et là je vais être d'accord avec votre image, il me dit, vous savez, j'étais le 8 mai à Orléans. Il dit, ah oui. Et j'ai fait un discours transgressif. Et souvent, je me dis, chacun a sa mission. Il dit, oh. J'ai regardé Brigitte qui dit, bah oui. Oh. Bon. Il me dit, l'anneau, il venait d'arriver au Puy du Fou. On peut voir l'anneau? Je dis, mais bien sûr. On va voir l'anneau. Sur le petit coussin. Il est là, bouche ouverte, extatique, concentré en lui-même. Pas un mot. Brigitte est juste derrière lui. Moi, je suis derrière. Il y a la presse qui attend, qui s'impatiente, toute la meute. Et à un moment donné, Brigitte lui caresse la joue. Et lui dit, ils attendent. Il se retourne, il fait face à la presse. Et là, il dit, je renonce au socialisme. Il répond à une question d'un gars de France Inter qui lui dit, êtes-vous encore socialiste? Il dit, je renonce au socialisme. Et là, je lui glisse à l'oreille, merci Emmanuel, c'est le premier miracle de l'anneau. Mais ça a été le dernier. Force est de constater que les souhaits que vous imaginiez pour le prochain président de la République, ou les vœux que vous aviez faits n'ont pas été exaucés peut-être. Et on parlera un jour du style d'Emmanuel Macron, mais nous manque un peu de temps. Et je voudrais vraiment qu'on revienne sur le bilan, ce que vous avez appelé la formule la legacy. Et quelle analyse faites-vous des 10 années de la legacy Emmanuel Macron, Philippe de Villiers? Je pense qu'avec Emmanuel Macron, la France a perdu la maîtrise de son destin. Elle a perdu la maîtrise de ses finances publiques. Nous sommes pris dans une spirale que je qualifierais d'hélicoïdale. La dette emporte la dette, les impôts entraînent les impôts.
les faillites entraînent les faillites. Nous avons un État qui est devenu un léviathan vorace et insatiable, avec un État-providence qui tourne à la folie, puisque en fait, vous ne pouvez pas avoir un État-providence avec les frontières ouvertes. Vous ne pouvez pas accorder des avantages aux nationaux si vous en accordez aussi aux étrangers, parce qu'à ce moment-là, en accueillant la misère du monde, c'est la ruine. Si vous logez la terre entière, c'est ce qu'on fait nous aujourd'hui en France, c'est la ruine. Donc l'État-providence ne peut marcher que toute frontière contrôlée. Et ensuite, c'est la faillite de l'État profond. Le contrôle, la norme. Mais ça va plus loin. Non seulement on a perdu la maîtrise des finances publiques, on est à 3 600 milliards de dettes, ça continue tous les jours. On a perdu le contrôle, la France a perdu la maîtrise de sa sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, l'État ne fait plus ce pourquoi il a été inventé. Il a été inventé pour protéger. Il ne protège plus à l'extérieur, puisqu'il y a il y a plus de frontières. Il ne protège plus à l'intérieur, puisqu'il y a 1500 quartiers souverains. Et regardez les mots qui ont émergé depuis que Emmanuel Macron est là. Narco-homicide, tropicalisation, sud-américanisation, mexicanisation, les sicaires, la société de vigilance. Ça veut dire, c'est à vous de vous protéger, parce que moi, je ne peux plus rien faire pour vous. C'est l'impuissance publique. Troisièmement, la France a perdu la maîtrise de sa démographie. Et ça, c'est le plus grave. Elle a perdu la maîtrise de sa natalité. Pour la première année dans l'histoire de France, cette année, le nombre des naissances est inférieur au nombre des décès. On a bazardé la matrice anthropologique que peut devenir un pays où il y a 240 000 avortements par an et qui met l'avortement dans sa constitution. Quel est son avenir ? Et enfin, 500 000 migrants qui rentrent par an, carte de séjour, immigration légale. Et puis, la dernière maîtrise qui nous échappe, c'est la maîtrise de sa souveraineté, de sa diplomatie. La souveraineté, c'est le paradigme de la conférence de la Sorbonne, quand il a dit il faut passer de la souveraineté nationale à la souveraineté européenne. Ça, c'est un crime. C'est une forfaiture. On ne peut pas avoir les 12 souverainetés. Une femme ne peut pas être à moitié enceinte, comme disait Marie-France Garot. Donc on n'est plus souverain. On est en fait sous clé allemande. Marché de l'électricité, euro, libre échange, Mercosur pour écouler les voitures allemandes. La préférence en matière de défense sera une préférence allemande, etc. Et enfin, on a perdu la maîtrise de notre diplomatie. Si vous regardez du côté de l'Est, on s'est engagé de manière inconcevable dans un conflit entre la Russie et l'Ukraine, alors qu'on a une amitié très ancienne avec la Russie et qu'on a coupé le gaz et le pétrole russe, ça nous arrangerait bien en ce moment. Donc c'est une folie. Donc on a renvoyé la Russie dans les bras de la Chine. Donc on a fabriqué l'Eurasie à nos dépens. Quand vous regardez maintenant à l'Ouest, les Américains nous considéraient comme des partenaires du temps de De Gaulle, puis comme des protégés du temps de Giscard, et maintenant comme des consommables du temps de Macron. Et puis enfin, au Sud, on a été viré par l'Afrique, et le Sud global nous nargue et ne veut plus entendre parler de nous. C'est-à-dire qu'en fait, la France, avec Macron, a perdu son rang de puissance mondiale. Le maître des horloges a perdu son gousset. Vous avez dit quelque chose d'important. Vous avez dit dans la décennie macroniste, nous avons découvert des nouveaux mots. Narcomicide, mexicanisation, cartélisation. Peut-être un autre mot qu'on va découvrir ou redécouvrir, c'est le mot tribalisation. Dimanche dernier, Alexis Corbière a interpellé Jordan Bardella qui a
eu le malheur d'employer le terme de tribalisation. On va l'écouter dans un instant. Pour Alexis Corbière, cet homme, il parle de Jordan Bardella, dit que ce sont des tribus qui menacent la France, point d'interrogation. Ce permanent regard raciste sur notre société est infect, dit Alexis Corbière. Écoutons Jordan Bardella. Partout, les Français nous ont accordé leur confiance. Nous avons été dignes de cette confiance et nous avons pris des mesures pour changer le quotidien des gens, pour améliorer leur pouvoir d'achat, pour améliorer la sécurité, qui va être l'un des grands enjeux de la campagne présidentielle, parce qu'il n'y a plus un seul endroit en France où les Français sont protégés de la tribalisation de notre pays, de la montée de l'insécurité, des agressions, des cambriolages, des menaces sur le peuple français. Et nous sommes en ordre de bataille pour préparer la prochaine campagne présidentielle. Geoffroy Lejeune. Alors Philippe, est-ce que selon vous cette expression est exagérée ou bien est-ce qu'elle reflète une dérive de la société française ? Pour vous répondre, il faut se poser la question suivante. Il faut définir la tribalisation. La tribalisation, c'est le contraire de la civilisation. La civilisation, c'est un état social dans lequel celui qui arrive au monde s'aperçoit très vite que ce qu'il peut apporter de nouveau est infiniment moins subtil que ce qu'il va trouver à son arrivée malgré lui. Or, nous sommes en train de basculer dans un état social inverse. Nous sommes entrés dans un monde post-historique, dans un monde de l'inconsistance où le temps long est grignoté, effacé par le caprice fugitif de l'ilimitation marchande. Nous sommes entrés dans un monde où on veut greffer une nouvelle mémoire sur l'ancienne, la transmémoire. Nous sommes entrés dans un monde où le peuple est dépossédé, où nous vivons l'expropriation mémorielle. La tribalisation menace un peuple quand il n'a plus l'appétit de vivre et qu'il confie la fabrication d'enfants à des peuples étrangers. La tribalisation menace un peuple qui n'a plus la force de se reproduire, de reprogrammer la vie. La tribalisation menace un État qui se retourne contre lui-même, qui pratique la honte pour ses petits, pour ses enfants, et qui leur interdit le droit à la continuité historique, c'est-à-dire le droit d'aller chercher dans les siècles passés les mélodies manquantes. La tribalisation, c'est quand on a peur de sortir de chez soi, le jour, la nuit, et quand on a le sentiment que tout un pays est devenu un coupe-gorge. La tribalisation, c'est des mères qui pleurent, toutes seules, leur enfant, leur mari. Harmonie Comines qui pleure, le gendarme Comines, la mère d'Élias, la mère de Philippine, la mère de Matisse, la mère de Lola. La tribalisation, c'est qu'en fait, on est dans une société explosée, en tribus, en ethnies, en clans, et qu'on ne raisonne plus en termes de nation. Comme disait Bainville, la France, c'est mieux qu'une race, c'est une nation. C'est-à-dire de destin commun. Et moi, je pense, en cet instant, à la jeunesse de France. La jeunesse de France, on ne lui parle plus de la France. On ne lui demande plus de l'aimer. Et moi, je dis à cette jeunesse errante, une nation, ce n'est pas seulement une mémoire, un art de vivre, une langue, c'est aussi une tonalité de l'âme. Alors, jeunes gens, jeunes Français, je vous en supplie, revendiquez la France. Demandez qu'on vous la raconte. N'acceptez jamais qu'on la défigure. Et allez la chercher, pendant qu'il en est encore temps, là où elle existe encore. C'est justement à ces Français, et tous les Français qui nous regardent bien sûr, mais vous souhaitez vous arrêter un instant sur des marcheurs, 20 000 fidèles qui vont prendre la route ce week-end, Philippe de Villiers, pour le pèlerinage de Chartres. Et vous souhaitez vous adresser, et ce sera l'objet de votre apologue, dire un mot aux 20 000 jeunes Français qui seront demain matin à Notre-Dame de Paris pour partir en direction de Chartres. Oui, demain matin à l'aube, ce sont 20 000 jeunes Français qui vont se lancer sur la route de Chartres et qui vont mettre leurs pas, leurs fatigues, leurs invocations, leurs éblouissements
dans ceux de leurs glorieux prédécesseurs et notamment de leur aîné qui a ouvert la voie, qui a frayé la voie au début du XXe siècle, qui s'appelait Charles Péguy. Ça nous ramène à la Pentecôte 1912. Charles Péguy accomplit son vœu. Il vient d'apprendre que son fils est entre la vie et la mort. Alors il prend sa gourde, il se jette sur la route de Chartres depuis Paris, en espérant que son vœu sera exaucé pour la guérison de son fils, de son enfant. Il prend le chemin de supplication et il note sur la route qu'il appelle la porte étroite, il note quelques vers, étoiles du matin, inaccessible reine. Voici que nous marchons vers votre illustre cour. Nous sommes la piétaille. Nous n'avançons jamais que d'un pas à la fois. Que d'un pas à la fois. C'est ce que je souhaite à ces jeunes gens qui vont partir demain matin, depuis Paris jusqu'à Chartres, en formulant un souhait. Que ce pèlerinage, entre les deux flèches crénelées de Notre-Dame de Paris, de Notre-Dame de Chartres, vous arrache un instant à la gangue terrestre, entre les livres universels d'enluminure immémoriale, qui s'élance vers le ciel en un cantique d'allégresse, que chaque pas, que chacun de vos pas vous ramène à la France des prospérités de l'âme, là où les pensées, les travaux de la pensée s'habillent de lumière séraphique, là où l'éloquence des pierres s'élève à force de liberté. Alors demain, vous allez pérégriner pendant 3 jours au cœur du mystère d'un vieux peuple fatigué. Vous allez mettre vos pas dans les pas des humbles pèlerins qui, depuis des siècles et des siècles, comme vous, mais il y a fort longtemps, ont marché pour sauver une civilisation. Et quand vous apercevrez au loin, là-bas, la flèche, la fameuse flèche de Chartres, par-delà les meules et l'océan des épis verts qui sont autant de promesses, de moissons à venir, je vous souhaite de découvrir le nombre d'or d'un vieux peuple croisé qui donna des ailes à la pierre. C'est un souffle d'une esquisse poésie qui vous envahira. Mais n'oubliez jamais ceci. Dans chacune de vos fatigues, sur la route, il y a une charge morale. Vous êtes la relève des petites lucioles à la sortie du catacombe dans notre crépuscule. Vous êtes la France des exaucements, vous êtes la France des relèvements. Vous êtes une France qui a retrouvé le dépôt millénaire. Alors vous pouvez répéter avec Péguy. 2000 ans de promesses ont fait de cette terre un réservoir sans fin pour les âges nouveaux. 1000 ans de votre grâce ont fait de ces travaux un reposoir sans fin pour l'âme solitaire. Eh bien, un grand merci, Philippe de Villiers. Je précise simplement, parce que je ne veux pas donner le mauvais point de départ aux fidèles et aux marcheurs. J'ai dit Notre-Dame, c'était Saint-Sulpice.
pour le pèlerinage de Chartres. Un grand merci Philippe. Dire aux téléspectateurs que tout au long du week-end sur CNews, nous suivrons attentivement le pèlerinage de Chartres. Pèlerinage que vous avez déjà fait, Geoffroy Lejeune. Quand j'étais petit. Bien sûr, mais que vous avez accueilli les fidèles lors de la première année. Vous avez distribué le JDD, Absolument. si mes souvenirs sont bons. Un grand merci. Philippe de Villiers est resté. À la semaine prochaine, bien évidemment. Merci beaucoup. Merci Geoffroy Lejeune. Et nous, on se retrouve dans quelques instants.